Donc la première table ronde de cette journée, elle est centrée sur une question, c'est comment faire coexister les enjeux écologiques et environnementaux et la digitalisation de la formation. Donc, comme vous pouvez le constater, les utilisations des outils numériques digitaux et en particulier avec l'intelligence artificielle qui se développe de manière exponentielle, on se retrouve avec des usages de plus en plus importants de ces outils digitaux qui ont un impact environnemental, et on va s'en parler pendant cette table ronde. Et donc, comment on arrive à faire coexister les nouveaux usages et le développement de ces nouveaux usages avec les impératifs liés à la transition écologique et environnementale, et en particulier sur l'émission de gaz à effet de serre, l'empreinte carbone, etc. Ces différents sujets qui sont devant nous. Pour cette table ronde, 3 intervenants. Je vous invite peut-être à vous présenter. Et puis on a une 4e intervenante qui n'a pas malheureusement pu faire le déplacement, mais qu'on entendra sous forme de vidéo. Mais tout d'abord, peut-être, je vous laisse le micro pour vous présenter. Je ne sais pas, Chris, si tu veux démarrer. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Chris Delepierre, je suis entrepreneur du changement chez Trésorium, une petite entreprise qui travaille dans l'éducation créative et numérique et qui fait des Fab Labs pour les enfants, mais également de la formation à l'intelligence artificielle, et j'y reviendrai. Et puis je suis également président de EdTech Hauts-de-France, la filière du numérique au service de l'éducation et de la formation professionnelle en Hauts-de-France. Et l'idée, c'est de fédérer toutes les organisations, les organismes de formation, mais les startups, les écoles qui s'intéressent au sujet numérique et éducation, et comment mettre ces technologies au service de la pédagogie. Bonjour à tous. Jalil Kabli, je suis conseiller technique auprès du directeur de la formation professionnelle. J'ai en charge plus particulièrement le pilotage des grands projets structurants, donc le canal Seine-Nord, la vallée de la batterie, le renouveau du bassin minier, le pacte SAT, EPR2 également, enfin l'ensemble des grands projets structurants. J'ai également en charge le pilotage technique régional des comités locaux pour l'emploi, qui sont effectivement le renouveau des SPEL en région. Et sur ma dernière casquette, je suis référent REF 3 au sein de la direction de la formation professionnelle, et en charge effectivement de faire en sorte que les produits de formation, notamment les produits de formation à destination des demandeurs d'emploi, s'adaptent aussi aux mutations sociétales et environnementales de notre société. Voilà le périmètre de mon travail. Bonjour, Anthony Le Cerf. Je suis le fondateur d'un collectif d'acteurs du numérique responsable et de la sobriété numérique qui s'appelle IT On Us. Et j'ai aussi 2 autres casquettes. Une casquette d'administrateur de l'association Green IT, qui est une association fondée il y a 3 ans, mais avec des acteurs qui travaillent sur le sujet du numérique responsable depuis 2004. Et administrateur du Club Noé, qui est situé à Lille et qui s'occupe des sujets de nouveaux modèles économiques dans les Hauts-de-France. Merci à vous 3. Donc, comme je vous le disais en introduction, on devait avoir une 4e intervenante, Mathilde Istin, de l'organisme ISTF, qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement avec nous, mais elle a enregistré une vidéo. Juste avant de lancer la vidéo, présenter qui est Mathilde Istin et sa structure. Donc l'ISTF est une structure qui vient en soutien des organismes de formation, et notamment pour intégrer la dimension transition éco dans les parcours de formation. Donc c'est une structure qui n'est pas forcément en front avec les stagiaires, mais qui vient accompagner les organismes de formation. Donc je me tourne vers Nadia. Nadia, si tu veux bien lancer la vidéo, je t'en prie. Bonjour Raphaël. Bonjour Mathilde. Bonjour à toutes et tous et bienvenue autour de cette table ronde sur la coexistence entre les enjeux environnementaux et le digital learning. Alors avant de commencer, Raphaël, est-ce que tu veux bien te présenter? Évidemment, je vais me présenter assez rapidement. Donc, je suis Raphaël Lutio, et donc je suis
formateur et responsable pédagogique de l'ISTF. Donc à ce titre-là, j'accompagne tous les clients de l'ISTF à digitaliser les processus de formation et à travailler aussi sur la qualité pédagogique des ressources, des contenus qui sont produits par toute cette mécanique-là. Alors, première question, Raphaël. Le terme de transition écologique s'est fait une large place dans les enjeux stratégiques des entreprises. Qu'en penses-tu pour les organismes de formation plus précisément ? J'ai envie de dire que déjà, prendre en considération l'impact environnemental de nos actes, c'est quelque chose qui est aujourd'hui crucial et je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Et dans le milieu du digital, il y a quelque chose qui est un petit peu un rêve, quelque chose d'un petit peu paradoxal, c'est qu'on travaille sur du cloud, sur du numérique, sur quelque chose qui est immatériel, alors que derrière, en fait, derrière tout ça, il y a du matériel, effectivement, que ça soit des ordinateurs, des smartphones, des serveurs, et tous ces éléments-là, en fait, nécessitent des terres rares, la construction, de l'eau, etc. Donc c'est quelque chose qui a un impact, c'est pas neutre. Et au-delà de ça, le streaming, ou en tout cas la consommation de contenu, donc des contenus de formation, comme nous on fait, ça a aussi un impact sur les émissions en CO2, puisque ces serveurs ont besoin d'électricité et d'eau pour tourner. Juste pour vous donner un ordre d'idée, donc l'ADEME a fait une étude en 2022, le streaming représentait 3,5% des émissions en CO2. Alors dit comme ça, on ne se rend pas bien compte de ce que... Et voilà, la grosse question. Juste pour vous donner un ordre d'idée, l'aviation mondiale, c'est 2% des émissions de CO2. Donc le streaming, la consommation de vidéos, de contenu, impacte plus que l'aviation en elle-même. Donc c'est pour ça que c'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui dans la conception des formations. Merci Raphaël, hyper intéressant. Et d'ailleurs, on avait fait une enquête sur les changements de pratique des acteurs de la formation et on avait posé la question de qui se sentait concerné par ces changements de pratique et ces évolutions à mener auprès des processus formation et des pratiques pédagogiques. Ce qui était intéressant de relever, c'était que tous les acteurs globalement des processus formation se sentaient concernés, mais majoritairement les formateurs et les concepteurs pédagogiques. Du coup, pour les concepteurs pédagogiques, toi, quel serait ton conseil ? Quel est le conseil que tu donnes d'ailleurs dans nos formations à cette population, à ces acteurs, pour qu'ils puissent et faire évoluer leurs pratiques et répondre à l'enjeu qui reste de digitaliser les formations, puisque par ailleurs, ça répond à d'autres enjeux pour les structures formation. Alors moi, j'aime bien des moyens mémotechniques pour mettre une méthode derrière un travail et du coup, il y a les 5 R qui sont issus d'un livre de Bea Johnson de mémoire, qui travaille sur le zéro déchet, donc ça n'a pas grand chose à voir sur la formation, mais je trouvais son concept des 5 R était réplicable en fait à la formation. Et donc le premier R, c'est quelquefois refuser. Donc elle a dit refuser de consommer certaines choses que tu n'en as pas besoin. Appliqué à la formation, c'est se poser la question réellement, est-ce que j'ai besoin de produire du contenu ? Parce qu'il y a peut-être des moyens plus simples sans produire de contenu, ou même aller évaluer quelquefois avant de savoir si j'ai besoin de faire du contenu. Donc le premier R, c'est refuser. Le second R, c'est réduire. Réduire, c'est là où vraiment le travail du concepteur va se faire, c'est-à-dire qu'on va se poser la question du poids des médias, du type de médias, des formats des médias, et on va vraiment travailler là dans les outils à essayer de limiter le poids. Okay. Le troisième R, c'est réutiliser. Alors, c'est une vieille marotte dans la formation, mais on a tendance, nous, formateurs, quand on récupère quelque chose, à se le réapproprier et finalement à faire une dépense d'énergie, de temps, à recréer des choses qui existent déjà. Donc, ce troisième R, c'est finalement rentrer dans ce qu'on appelle la réutilisation des contenus, aller voir sur YouTube s'il n'existe pas des choses qui pourraient me servir, ou même dans les bases de données qui existent, si elles sont bien rangées, on peut retrouver des choses, etc. Le quatrième R, c'est réparer. Alors réparer, c'est un petit peu plus compliqué, mais réparer, c'est déjà limiter le nombre d'outils que je vais utiliser pour pas avoir justement trop de pièces à changer, etc. C'est aussi penser la réparabilité de son contenu et éviter de mettre des choses qui sont périssables, des données qui vont, par exemple, de parler d'une étude de 2022, ce genre de choses. Voilà, c'est des choses qui sont périssables, on va les éviter dans les contenus. Et puis le cinquième R, c'est recycler. Et donc quand on recycle quelque chose, c'est penser à la destruction de son contenu. Et cette destruction se fait, on y pense dès le départ. Et quelquefois, c'est granulariser plus petit les contenus pour pouvoir exploiter un bout d'un module dans une autre formation, ou même utiliser une vidéo comme du marketing, enfin voilà, faire des choses qui sont à la fois de la formation, du marketing, de la com,
pour pouvoir recycler au maximum. Et donc c'est le cadre des 5 R qui aide un petit peu, qui dicte la réflexion sur la conception. Ok, donc beaucoup de choses à faire pour les concepteurs tout au long de leur processus finalement, dès la phase de réflexion d'ingénierie jusqu'à la phase de production et derrière même d'animation quand on vient se servir des contenus pour créer des parcours ou accompagner les apprenants. Et du coup Raphaël, tu n'as pas parlé d'IA générative dans tout ça? C'est vrai, c'est un oubli de ma part. Les IA génératives, j'ai envie de dire, c'est la même question qu'il faudra se poser, donc les 5 R. Est-ce que je peux pas déjà quelquefois refuser de l'utiliser? C'est pas de dire ça n'existe pas, je veux pas en entendre parler, c'est de dire quelquefois est-ce que j'irai pas plus vite à le faire ou à le faire moi-même, sachant qu'une IA générative consomme. Alors c'est pareil pour vous donner des ordres d'idées, les petits ordres qu'on va donner aux IA, ça va consommer environ 1 demi-litre d'eau qu'on jette à la poubelle finalement, tous les 20 questions qu'on va poser à l'IA. J'ai envie de dire, il faut aussi se poser la question du nombre de questions que j'ai à poser à ça pour générer des choses, etc. Et il y a fort à parier que cette question de la consommation énergétique de l'IA va être exponentielle. Donc on devra se poser la question, est-ce qu'il faut, moi je donne souvent cette image, est-ce qu'il faut prendre sa voiture pour aller à la boulangerie, c'est plus efficace, plus rapide. Mais d'un point de vue environnemental, est-ce qu'une petite marche à pied ne serait pas plus simple et plus efficace? C'est juste les questions qu'il faut se poser et garder en tête. Très bonne analogie. Ok, ça marche. Eh ben, merci beaucoup Raphaël. Et puis merci au C2RP pour cette introduction de la table ronde offerte à l'ISTF à distance. On supprimera cette vidéo juste après puisqu'elle ne va pas resservir. Très bonne journée de clôture à vous, très bonne table ronde et puis on espère à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux ou via le site de l'ISTF. À bientôt, bonne journée. Merci. Voilà, on va revenir en présentiel après cette vidéo de Mathilde et de Raphaël, notamment la notion des 5 R, je pense qu'on va s'en parler pendant cette table ronde. Peut-être Chris, pour démarrer les propos, en quelques mots, le numérique dans la formation, à quoi ça sert? Quels sont les apports et quelles sont les limites peut-être de cet outil? Est-ce qu'on doit le développer tous azimuts? Est-ce qu'on doit le développer de manière raisonnée? Alors, en te posant cette question, j'introduis déjà un peu la réponse. Je te laisse la parole. Merci Yves. Alors oui, forcément, le numérique, mais maintenant on vit tous dans le numérique, je dirais, notamment en tant que formateur. Alors, tu me posais la question à quoi ça sert? Je dirais ça a permis justement de créer des formats à distance. Et je discutais ce matin avec des formateurs qui avaient des formations exclusivement à distance. Donc ça, je dirais d'un point de vue impact carbone, c'est vrai qu'il y a moins de déplacements aussi. Donc je dirais que le numérique, on va le voir, il y a des impacts négatifs, mais il y a aussi, c'est vrai, des impacts sur la mobilité et forcément le fait d'imaginer des formations à distance, ça réduit forcément les déplacements. Donc il y a ça, et puis il y a forcément des formats qui sont inventés, format synchrone, asynchrone. Donc le fait de pouvoir accéder à des contenus 24 heures sur 24, c'est vrai que ça aussi, le numérique permet ça. Mais la contrepartie, effectivement, ça demande que les serveurs doivent être disponibles 24 heures sur 24. Et donc c'est vrai qu'avec mes collègues, on va y revenir parce qu'effectivement, qui dit serveur dit consommation énergétique et dit face cachée du numérique. Parce que le cloud, il est derrière, il est physique. Le nuage, c'est des machines derrière qui tournent. Et forcément, il faut les produire. On a évoqué l'intelligence artificielle, il y a derrière des cartes graphiques qui tournent à plein régime à la fois pour concevoir le modèle d'intelligence artificielle, et ça consomme déjà énormément parce que pour créer le modèle et le bâtir, ça demande beaucoup d'énergie, et puis ensuite dans l'utilisation également. Donc il y a ces impacts-là qu'il ne faut pas négliger quand on utilise le numérique, et je pense qu'en tout cas notre propos, ça va être déjà comment on prend conscience que quand on fait une requête sur Internet, quand on a évoqué la question du streaming, ou quand on utilise l'intelligence artificielle générative qui... Voilà, il y a des études, mais qui montrent que ça peut consommer jusqu'à 10 fois, par exemple, une requête Google en termes de retour et d'impact énergétique. Forcément, la première fois qu'on l'utilise, on ne le sait pas, donc on le fait, on le consomme sans le savoir. Mais après, justement, il y a cet enjeu de monter en conscience.
Donc je dirais que c'est prendre conscience de ces impacts et ensuite ce qui permet le discernement, est-ce que j'utilise ou pas à bon escient. Et donc c'est cette première étape-là qu'on va vous partager, je pense. Alors, il y avait aussi, quand on a préparé cette table ronde, tu avais évoqué la question de l'inclusion. Et en toi, l'intelligence artificielle en particulier favorise l'inclusion de tous les publics dans l'accès à la formation. Alors effectivement, hein, il y a aussi des impacts, je pense notamment pour des publics en situation de handicap ou en tout cas des cas particuliers pour lesquels justement l'intelligence artificielle, mais le numérique en général, va pouvoir apporter des réponses sur mesure. Et donc, pour vous citer un exemple concret là, qui vient de sortir, on a 2 membres de EdTech Hauts-de-France qui sont notamment Knowledge. Knowledge, c'est une solution pour les enseignants et les formateurs où vous mettez votre contenu pédagogique et ça vous génère plusieurs modalités pédagogiques associées à votre cours. Donc ça peut être des quiz, des flashcards, des mots croisés, des exercices sur mesure générés par IA. Et puis on a un deuxième membre qui s'appelle Cantu, qui, eux, ont créé un cahier scolaire adapté pour notamment les jeunes et les enfants en situation de dyslexie, dyspraxie, etc. Donc toutes les troubles indices. Et donc ces 2 entreprises ont justement conclu un partenariat pour que Knowledge puisse intégrer justement la solution Cantu dans sa solution, ce qui va permettre justement de proposer aussi des contenus générés par IA, mais qui sont aussi adaptés justement à ces publics dyslexiques ou aux apprenants allophones, par exemple. Et donc là, on voit qu'il y a ces possibilités que va permettre justement l'IA pour à la fois personnaliser les contenus et inversement comment des solutions qui rendent accessible au plus grand nombre des contenus peuvent aussi utiliser ces intelligences artificielles. Et donc c'est ces mariages qui vont permettre aussi d'imaginer une IA plus inclusive. Et c'est aussi un des enjeux au-delà de l'impact écologique, je dirais, de aussi avoir des choses qui bénéficient à tous. Alors, pardon, je perds ma voix. Tu parlais de consommation de ressources. Et c'est vrai qu'on se parlait notamment d'un élément, d'une information qui, je pense, amène à réfléchir. C'est quand on voit que OpenAI, qui a sollicité le gouvernement américain pour disposer, pour lui tout seul, d'une centrale nucléaire dédiée à ChatGPT. Parce que quand on dit utiliser l'intelligence artificielle, c'est 10 fois plus qu'une requête Google. Quand on se dit que demain, peut-être que le gouvernement américain construira une centrale nucléaire juste pour ChatGPT, ça pose quand même le contexte. Du coup, je vais me tourner vers Anthony. Désolé pour ces bruits perturbateurs. Anthony, comment on peut concilier aujourd'hui le développement du numérique avec les enjeux écologiques, les enjeux environnementaux? En quoi c'est compatible? Et comment on arrive à faire fonctionner ces 2 éléments qui peuvent paraître contradictoires au premier regard? Oui. Déjà, pour rappel, quand même, on a beaucoup d'enjeux environnementaux derrière le sujet du numérique et de l'IA. Ça a des comportements très spécifiques, ces impacts. Il y a des enjeux d'émissions de gaz à effet de serre et, par exemple, le numérique consomme 40% du budget d'émissions de gaz à effet de serre d'un Européen chaque année. Ce qui fait que quand on cumule tous nos autres types d'émissions de gaz à effet de serre qui viennent d'autres sources que le numérique, on dépasse largement la limite planétaire liée au dérèglement climatique. Et donc, on ne sait pas prédire ce qui va se passer dans l'avenir lié à ça. Puis il y a accessoirement 6 ou 7 autres limites planétaires. Le cycle du phosphate et des nitrates, il y a plein d'autres cycles, le cycle de l'eau, etc. Il y a plein d'autres limites planétaires qui ont été dépassées et le numérique y contribue fortement. Pour revenir à la question de comment on concilie, le sujet, de mon point de vue, c'est la massification des usages. Ce n'est pas le problème de l'usage en soi et de nouvelles technologies en soi, c'est le fait qu'on ne se pose pas la question suffisamment de c'est tel ou tel usage, telle ou telle technologie, pourquoi faire? Ce n'est pas l'outil qui fait qu'on va avoir une formation qualitative, par exemple,
c'est comment le formateur s'empare de l'outil pour créer un lien spécifique avec les apprenants. Et peut-être que l'outil, à certains moments, empêche l'apprenant de poser les questions entre guillemets bêtes qu'on a tous envie qu'en tant que formateur qu'il pose. Et peut-être qu'il soutient à certains moments, parce que ça anonymise certaines réponses, par exemple, ou certaines questions dites bêtes, et ça permet de poser la question bête. Donc le sujet, c'est plutôt quel outil numérique, quelle technologie, pour quel usage, et notamment pour quel public, dans quel contexte très local, très spécifique de formation. Si je vais massifier la formation des demandeurs d'emploi dans la formation professionnelle ou les formations des personnes en entreprise, est-ce qu'on n'est pas en train de fragiliser un public qui est déjà assez fragile? Et je pose que la question, c'est sincère, c'est pas rhétorique. Ou est-ce qu'on donne accès à des formations auxquelles on n'avait pas accès avant, pour un certain nombre de personnes qui n'avaient pas accès avant. Donc, la question de... En fait, mon point, c'est qu'il y a une imbrication des enjeux. Si on veut tenir les enjeux environnementaux et sociaux plutôt lointains, parce que les enjeux sociaux principaux du numérique, c'est pas que des enjeux sociaux à l'usage, c'est aussi des enjeux sociaux, tout comme les enjeux environnementaux, qui sont les pires à la fabrication des équipements et donc à l'extraction des minerais. Travail d'enfant, pour parler des enjeux sociaux lointains. Si on veut tenir ça, il faut se recentrer sur des usages raisonnés. Pourquoi faire? Pour quelle utilité? Pour qu'est-ce que je crée? Et comment je mets le numérique au service d'une relation de service entre le formateur et l'apprenant, entre le concepteur et le formateur, etc., etc., entre les assistants administratifs et assistantes administratives et les formateurs et organismes de formation, etc., etc. Voilà, donc il y a cette question des imbrications des enjeux, et je viendrai sur des enjeux de conception purement numérique à un moment donné, pour écourter un peu la réponse, si c'est possible. Voilà. Alors, justement, sur ces questions d'usage plus vertueux, comment on peut les privilégier, comment on peut les développer? Moi, j'ai beaucoup aimé dans la petite vidéo de l'ISTF la notion de refuser. C'est aussi se faire des choix, prioriser, se dire que les outils digitaux, le recours à l'IA, etc., c'est à la fois un usage et avec les bienfaits que vous avez pu évoquer, mais aussi il faut rester attentif à ne pas tomber dans le systématisme et pas regarder ces outils-là comme naturellement ceux qu'on va déployer, et parce qu'on est dans un phénomène un peu de tendance, de mode, et si on n'y est pas, entre guillemets, on est en dehors du coup. Et pour revenir à ma question, comment peut-on privilégier les usages les plus vertueux? Anthony, peut-être, si tu veux revenir sur le sujet. Puis je veux bien que Jalil, tu réagisses après sur ce sujet-là également. En fait, je le disais un petit peu, et merci pour le passage d'une réponse à une autre, c'est fluide. La question, c'est quel est le travail réel que le numérique va soutenir? Et si on se pose la question du numérique qui soutient l'organisation du travail, et il y a bien une organisation du travail bien spécifique dans le modèle de la formation, et selon les types de publics, on va avoir des organisations assez différentes théoriquement. C'est la question de qui fait quoi comme travail. Et une fois qu'on se pose la question de qui fait quoi comme travail en dehors du bocal du numérique, sans avoir dit que c'était nécessairement une réponse numérique qui allait avoir lieu, là on peut commencer à réfléchir à des outils pertinents. Ou à pas d'outils, mais ça nous laisse la possibilité des deux. Et donc mon angle d'analyse, c'est la centralité du travail pour remonter à des questions organisationnelles et ensuite définir l'outil. Jalil, je ne sais pas si tu veux rebondir sur cet élément-là, et donc notamment comment développer, comment inciter à avoir des usages les plus vertueux. Je pense qu'il est important de retenir de ce que vous avez évoqué, c'est la question de nous, ce qu'on appelle REF3, c'est comment on concilie à la fois la progression technologique et les questions environnementales. Sachant que globalement, quand vous construisez un data center, c'est évidemment très consommateur en termes d'énergie. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas.
d'où dans certaines configurations la récupération de chaleur fatale dans certaines industries, et d'où la nécessité d'aller sur des terres qui sont déjà artificialisées. Donc on voit bien que c'est ça les défis qui nous restent à relever. Sur la question de l'intelligence artificielle et son utilisation, j'ai envie de vous dire, ça me fait penser un peu aux véhicules électriques, hein, sur les histoires de batteries. Les batteries, bah oui, ça consomme des terres rares. Est-ce qu'on s'oriente vers les batteries et les véhicules électriques? Bah, de fait, on va devoir le faire parce qu'en termes d'usage, dans l'usage, ça crée moins, ça consomme moins d'énergie, et puis en même temps, ça émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. Donc on voit bien qu'on est dans un dilemme qui n'est pas simple à relever, mais en même temps, je pense que dans 10 ans, on se dira que l'intelligence artificielle a créé vraiment des bénéfices, notamment en termes d'accessibilité des produits de formation, mais pas que. Mais aussi, il y a aussi un autre point de vigilance. Vous avez connu à l'époque ce qu'on appelait la fracture numérique, des populations très éloignées de l'emploi qui ne maîtrisent pas les outils informatiques. Donc le point de vigilance, c'est aussi de se faire en sorte d'embarquer tout le monde. Donc il y a cet enjeu-là d'accessibilité à l'ensemble des publics, et c'est aussi cet enjeu de durabilité. Comment on fait fonctionner ces data centers avec les énergies renouvelables? C'est aussi un des sujets qu'on a à traiter en région de France. Comme vous le savez, en région de France, on a beaucoup œuvré dans le cadre de REF3 pour la décarbonation de l'industrie. C'est un sujet prioritaire, et on continuera à le faire de façon à ce que les territoires de Hauts-de-France soient vraiment les leaderships sur le sujet. Sur l'autre question que vous n'évoquez pas, mais moi je vais aussi l'évoquer, c'est la question de la formation. Est-ce que l'intelligence artificielle concourt à revoir les modalités pédagogiques et les modalités de formation? Nous, ce qu'on a inscrit dans le CTTP du futur programme régional de formation, c'est qu'on va effectivement accélérer la mise en place de formations à distance, accélérer effectivement la mise en place de salles de formation virtuelles. On voit bien que c'est un des enjeux. Et donc l'utilisation de l'IA, j'ai envie de vous dire, c'est aussi un enjeu pour les organismes de formation de s'en saisir pour être beaucoup plus performants. Et puis du coup, de permettre aussi de donner accès aux formés de manière beaucoup plus efficace. Mais on voit bien aussi qu'en région Hauts-de-France, il y a un véritable enjeu aussi pour nous, plus globalement, c'est de pouvoir répondre aux besoins d'emploi qui sont liés avec l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi cet enjeu de se dire quels sont les emplois qui vont être transformés avec l'IA. Est-ce que du coup, nos formations sont adaptées par rapport à ces transformations? Et donc, du coup, on a intégré quelques modules de sensibilisation à la question du développement durable et aussi aux questions de transition. Mais on voit bien que c'est un mouvement qui doit s'opérer de manière beaucoup plus rapide qu'on ne le fait aujourd'hui. Ça, c'est clair. Parce que si je posais la question dans la salle qui utilise l'IA, je ne suis pas convaincu qu'il y ait grand monde. Et si je posais la question dans un quartier politique de la ville ou une zone rurale, c'est pareil. Je pense que ça sera de plus en plus compliqué. Donc on voit bien qu'on a un enjeu aussi de démocratisation de l'IA à l'ensemble des publics, et effectivement un enjeu de formation auprès de l'ensemble des publics sur les territoires, d'où l'importance aussi au côté région d'avoir des tiers-lieux de formation. Et c'est aussi ça l'enjeu du travail qu'on mène sur notre territoire. La question des tiers-lieux, elle sera évoquée dans une autre table ronde. Ça va faire partie, en effet, des solutions possibles et envisageables, justement pour resserrer, massifier les utilisations et développer les coopérations. De ce fait, ça m'amène aussi à une question. Aujourd'hui, voilà, si je veux, en tant qu'organisme de formation, développer le numérique, peut-être que je vais du coup solliciter des data centers. Et donc la sollicitation va être croissante. Soit je le fais de manière isolée et finalement je fais appel au marché qui répond comme il peut répondre. Soit j'essaye de le faire de manière structurée. Et c'est là où on peut toucher les enjeux d'aménagement du territoire. Et notamment, Djalil, tu évoquais la notion de chaleur fatale. Comment on peut essayer d'optimiser par la mutualisation finalement, peut-être l'installation de futurs data centers ou l'agrandissement de centres qui sont déjà existants. Et comment toute cette énergie consommée pour faire fonctionner ces data centers, on arrive finalement à l'optimiser et à l'utiliser peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que tout ça, c'est pensé en amont et c'est pensé à une plus grande échelle que l'activité de son propre organisme de formation. Je ne sais pas si Djalil, alors c'est dans la dimension de la région, mais en tant qu'un peu aménageur du territoire, j'ai envie de dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu peux apporter comme élément sur ce sujet? Ce qui est évident, si tu veux, dans les grands projets d'aménagement du territoire, du développement économique, notamment sur les territoires, c'est que
Ce qu'on a en tête, si tu veux, c'est que de mettre en lien l'ensemble des filières de façon à ce qu'on soit moins consommatrice d'énergie. Aujourd'hui, on voit bien que dans les territoires, comment ça se joue concrètement, c'est peut-être de rapprocher ces data centers d'usines très concrètes pour récupérer les chaleurs fatales. Je pense que c'est un enjeu, du coup, c'est un enjeu d'implantation. Quand il y a un projet d'implantation de data center, ça doit se faire en cohérence avec les enjeux environnementaux, du coup, avec l'ensemble de l'écosystème. Donc, c'est à la fois les filières, mais pas que, c'est aussi les collectivités territoriales qui sont en charge de ces projets. Donc, on voit bien que c'est bien la notion du collectif et aussi une vraie stratégie d'aménagement du territoire en lien, effectivement, avec ces enjeux. Et on a quand même cette chance en Hauts-de-France, c'est qu'on a effectivement un programme qui s'appelle REV 3, avec un certain nombre de priorités stratégiques. Et la priorité stratégique de REV 3, je l'ai encore rappelé tout à l'heure, c'est la décarbonation de l'industrie. Donc il faut effectivement qu'on puisse rapprocher ces industries qui sont... parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'industrie métallurgique, ferroviaire, enfin, on a quand même l'intelligence artificielle, le numérique, aujourd'hui, il prend une place de plus en plus importante. Et c'est comment cette nouvelle industrie, parce que c'est une industrie en tant que telle, elle communique avec les autres industries pour qu'elle soit moins effectivement émettrice de gaz à effet de serre. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener au niveau des territoires en proximité. Mais ça va nécessiter évidemment que l'État et la région se mettent dans le tour de table pour pouvoir vraiment avoir une réflexion plus globale. Mais ça ne joue même pas au niveau régional, ça joue aussi au niveau national, ces aspects-là. Moi, ma préoccupation, si tu veux, c'est effectivement cette question-là. Et la manière dont on voit arriver ces nouvelles technologies, il y a une notion qui fait un peu peur, c'est la question de rupture, d'égalité. C'est vraiment ça la préoccupation de la région. Et comme vous le savez, c'est une préoccupation majeure dans le cadre du PRF, c'est donner l'accès à la connaissance à l'ensemble des publics en Hauts-de-France. Et c'est cette notion de rupture. Donc il y a effectivement les questions économiques qui vont se résoudre de fait avec une vraie stratégie d'implantation de cette nouvelle industrie. Et en même temps, il faut qu'on soit vigilant sur ce qu'on appelle le soft, pour le coup c'est le social, l'aspect humain, d'intégrer l'intelligence artificielle dans nos démarches de structurantes au niveau des compétences à acquérir sur ces nouvelles technologies qui doivent évidemment irriguer l'ensemble des produits de formation. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un produit de formation qui doit être créé sans utilisation de l'IA, parce qu'on voit bien les gains de temps qui sont utilisés. Et puis effectivement, on ne peut pas négliger cette... De toute façon, on en parlera dans 10 ans. L'intelligence artificielle, elle va irriguer l'ensemble du territoire national. Après, les effets, je pense qu'on aura peut-être des solutions d'IA green qui vont émerger. Ça reste encore très faible en termes d'implantation, mais je pense que c'est des réflexions qu'on doit mener et c'est bien qu'on l'amène aujourd'hui, ces réflexions-là, dans le cadre de cette conférence. Alors, peut-être justement, ouais. Chris, tu peux rebondir sur cette notion de green IA. Oui, non, alors c'est vrai qu'on évoquait la consommation électrique. C'est vrai qu'ici en région, on a la chance d'avoir la centrale nucléaire de Gravelines et une production électrique qui est relativement décarbonée par rapport à d'autres formes de production énergétique. On évoquait le PR2, qui est aussi un gros projet. C'est vrai que le facteur d'émission, c'est-à-dire le fait d'émettre des équivalents CO2 par kilowattheure produit, pour vous donner un comparatif, en France, c'est à peu près 20 grammes équivalent CO2 par kilowattheure produit. Aux États-Unis, par exemple, dans l'Oregon, c'est 300. Donc c'est vrai qu'une IA et des serveurs qui sont alimentés aux États-Unis par rapport à des serveurs en France, là on voit déjà la grande différence. Alors effectivement, certainement que l'avenir de l'IA et du Green IA, ce serait une IA qu'on appelle frugale, c'est-à-dire une IA qui est locale déjà, avec des serveurs localisés ici en proximité et où justement on peut réutiliser l'énergie avec en bonne intelligence dans des formats d'écologie industrielle où la chaleur alimente d'autres industries. Mais également des IA qui sont justement plus adaptées, plus légères, je dirais, plus frugales, dans le sens où, à l'heure actuelle, on utilise tous des gros modèles d'IA comme ChatGPT qui sont très généralistes, et certainement que demain, on aura des IA, par exemple, spécialisées pour les formateurs dans vos domaines de prédilection, et donc avec des modèles beaucoup plus légers. Et donc, plus le modèle d'IA est spécialisé, plus il est petit et moins il consomme. C'est un peu les bases. Et donc ça, c'est certainement une voie d'avenir
à la fois une IA plus décarbonée en termes de consommation électrique et une IA plus locale et frugale. Alors, cette notion de frugalité, on s'en est beaucoup parlé, tu sais que je suis fan. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait cette réflexion-là en permanence de se dire ce que je consomme, c'est quoi l'impact, et je vais rechercher la solution la plus économe en termes d'impact. Et c'est vraiment un mode de pensée à développer. Comme on arrive sur la fin de cette table ronde, j'aimerais vous amener à réagir sur un sujet, parce qu'en tant qu'organisme de formation, on peut se mobiliser sur ces sujets spontanément, directement, parce qu'on en perçoit les bienfaits. On en perçoit les bienfaits pour sa structure, pour ses formateurs, pour ses apprenants. Mais il y a aussi le marché qui évolue dans la fonction de commande, que ce soit la commande publique ou la commande privée. On voit les acheteurs de formation évoluer et avoir des considérations environnementales de plus en plus fortes. Alors ça monte en puissance progressivement. Aujourd'hui, certains d'entre vous, en tant qu'organisme de formation, vous pouvez déjà avoir des appels d'offres ou des propositions, que ce soit, encore une fois, des acheteurs privés ou publics qui incluent des éléments sur ce sujet, et petit à petit, ça monte en puissance. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme élément? Alors peut-être, Djali, la région étant un gros acheteur de formation, c'est déjà une tendance qui apparaît. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus? Nous, on est sur une démarche globale, si tu veux, dans ce qu'on a inscrit comme élément obligatoire dans le PRF. Premier élément, on a demandé aux organismes de formation d'intégrer la démarche REF3 dans l'ensemble des référentiels. Et donc, on leur demande de favoriser les démarches éco-responsables en sensibilisant les stagiaires aux énergies, avec un temps dédié consacré aux stagiaires de la formation professionnelle. Deuxième élément, on leur demande également de s'auto-diagnostiquer, c'est-à-dire qu'on a un diagnostic flash, un REF3, qui permet à chaque entreprise, donc un organisme de formation, c'est une entreprise par entière, de se situer par rapport à la question de REF3. Les questions qui sont posées aux entreprises, c'est les questions suivantes. Elles posent sur l'énergie. Quelle est effectivement la consommation d'énergie? Est-ce qu'elles adoptent des modes de consommation d'énergie plus respectueux de l'environnement? C'est la question de l'économie circulaire. Est-ce que, par exemple, les matériels informatiques est réutilisé? Est-ce qu'il y a une forme de sobriété numérique qui est adoptée par les OF? Est-ce que dans les achats qui sont faits par les organismes de formation, est-ce que ces achats responsables? Pareil, sur la question plus globale, avec la question de la mobilité des personnes, est-ce que l'organisme de formation est soucieux de la mobilité des stagiaires qui viennent en formation? Une autre question sur l'économie de la fonctionnalité, pareil, c'est aussi un vrai sujet, c'est comment on mutualise un peu les usages, comment on massifie, je reprends un peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure, comment on massifie les usages. Et on voit bien que ces nouveaux modèles de coopération vont nous permettre d'avoir des organismes de formation qui sont aussi à la hauteur des enjeux environnementaux. Parce que pour nous, région, un acheteur de formation qui ne considère pas les enjeux environnementaux, effectivement, on ne le retiendra pas de fait, parce qu'on voit bien que c'est un modèle qui ne fonctionnera pas. Autre élément qui nous paraît aussi important, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est la question des modalités pédagogiques. Et on demande également aux organismes de formation dans le cadre du PRF à ce qu'il y ait des modalités pédagogiques innovantes. On pousse effectivement nos organismes à adapter ce qu'on appelle des classes virtuelles, de travailler en toute autonomie, travailler en autonomie avec des supports numériques qui soient vraiment innovants. Et vous avez bien compris l'enjeu pour nous, c'est l'accessibilité. C'est de faire en sorte que l'ensemble des publics sur l'ensemble des territoires puissent accéder à la formation en temps réel. Vous avez évoqué ce sujet-là tout à l'heure, le sujet de l'accessibilité. Je pense que c'est un sujet extrêmement important. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et puis un dernier sujet, mais qu'on a intégré notamment dans le PRF 2025, c'est la question de l'intégration des filières d'avenir. Comment on intègre les filières d'avenir en Hauts-de-France? Comment on fait en sorte que demain, une nouvelle industrie qui s'installe, on puisse répondre de manière quasi simultanée à son besoin en compétences? Ça nécessite d'avoir une forme d'agilité des organismes de formation. Cette capacité des organismes de formation à pouvoir pour proposer des produits de formation en temps réel qui prennent en considération ces évolutions. Et on l'a inscrit sur 4 lots. On a 4 lots sur le PRF
dans le cadre du programme Filière d'avenir, un lot sur les mutations industrielles, un lot sur l'électromobilité, un lot sur les énergies renouvelables et un lot sur le bâtiment durable. Et on voit bien que l'enjeu pour nous, c'est d'accompagner l'innovation et le développement des compétences, parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'en France, au vu de l'accélération des mutations sociales, technologiques et environnementales, on puisse passer à côté de cet enjeu-là. Donc on a pris un peu les devants, c'est vrai. On en discutait récemment avec The Shift Project sur Hauts-de-France. On est quand même, je pense, extrêmement avancé parce qu'on considère que si on ne le fait pas, ça va créer une rupture d'égalité par rapport aux différents publics sur les territoires. Et pour nous, c'est extrêmement important. Merci Jalil. Peut-être un dernier mot, Anthony, parce que l'heure tourne malheureusement. On a parlé donc de la région en tant qu'acheteur public de formation. Quelques mots sur les tendances, ou tristes, hein, comme les deux, comme vous voulez. Quelles seraient les tendances au niveau des acheteurs privés? Est-ce que vous sentez, est-ce que vous repérez que les entreprises se mobilisent et, entre guillemets, deviennent de plus en plus exigeantes sur ces questions-là? C'est une croyance personnelle que je vais partager. Je crois qu'il y a une tendance des deux côtés, que ce soit côté public ou côté privé. On travaille énormément chez IT The Nest avec le public. Il y a une tendance à cette numérisation-là. Et je crois que il faut remettre un peu en question. Ça ne veut pas dire que c'est faux ou que c'est vrai. Il faut se poser des questions sur le fait que le progrès technologique induise nécessairement du progrès social. On est derrière 250 ans d'industrialisation et de progrès technologique. Ce n'est pas pour autant que socialement on est en train de progresser et que vis-à-vis des apprenants, ils sont dans un contexte qui est de plus en plus facile et de plus en plus qui réduit leurs efforts de travail et d'apprentissage. Et donc, je crois pas. Je suis désolé, Chris, mais c'est pas en opposition à toi. Je crois pas au green IA. L'IA et le numérique polluent. Il n'y a pas de technologie verte, ça n'existe pas. Il faut qu'on se redise les choses quand même à un moment donné. 200 kilos pour fabriquer un ordinateur, 800 kilos de ressources minérales. Donc il n'y a pas de croissance verte. Ça n'existe pas. Voilà ma croyance. Et donc, comment on répond? Encore une fois, on répond par le travail et par le questionnement de la pertinence des usages. Et il y a des usages d'IA très pertinents. Et il y a des moments où l'IA ou le numérique ne le sera pas du tout. Donc, revenons à ce qui est central, c'est-à-dire à nos relations humaines. Et posons-nous une question de comment le numérique, comment l'IA, comment ci et ça. Et c'est comme ça que je réponds aux entreprises qui me sollicitent pour vous répondre, Yves. Revenons à ce qui est central et comment le numérique soutient la relation de service qui, par définition, est une relation de coproduction. Puisque si on va à la poste et qu'on ne remplit pas l'adresse du destinataire, la poste, elle ne peut rien faire pour nous. Et donc, le client, l'entreprise, l'apprenant doit travailler aussi bien que le fournisseur de services ou que le formateur. Mais comment le numérique soutient cette relation et pas se substitue à cette relation? C'est impossible qu'il se substitue à ça. Du coup, Chris, et on va conclure et on essaiera de prendre une ou deux questions dans la salle. Tu peux répondre à Anthony sur la Green IA. Non, mais je suis pas forcément en désaccord, mais en tout cas, je conclurai en tout cas mon propos sur une intervenante qui interviendra tout à l'heure dans la journée, hein, qui s'appelle Laurie Mézard, qui est aussi membre de EdTech et qui travaille sur intégrer les transitions en formation, et qui s'appuie notamment là sur 3 points sur lesquels je voudrais me baser, c'est-à-dire la conception pédagogique responsable. Et ça, c'est vrai qu'on a évoqué la question des usages et du bon usage en conscience de ces nouveaux outils, que ce soit le numérique ou maintenant l'IA, et donc de ne pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi, mais bien par rapport à un vrai besoin identifié, et où justement l'IA n'est pas en situation de fragiliser le lien ou la relation, mais bien peut renforcer et notamment faire gagner du temps au formateur pour lui permettre justement de consacrer plus de temps à la relation avec ses apprenants. Former à des métiers responsables, et là aussi hein, il y a plein de transitions qu'a évoqué Jalil, et donc il y a ces enjeux aussi d'orienter ces parcours de formation vers ces métiers d'avenir. Et puis elle évoque vers une pédagogie de la robustesse.
Et ça, je trouve ça intéressant également à explorer, hein, notamment les travaux d'Olivier Amand, qui est un grand spécialiste de la robustesse et qui nous dit que voilà, quand on cherche de la performance à tout prix ou de l'optimisation du système, au contraire, on le fragilise plutôt qu'on le renforce. Et donc il y a certainement un équilibre à trouver et de ne pas être totalement dépendant de l'IA, parce qu'effectivement, si on confie toute notre valeur ajoutée à cette intelligence artificielle et aux machines, quand il y aura une problématique électrique ou s'il y aura des multiples crises qu'on va vivre, et si on a tout délégué, on sera totalement dépendant et esclave. D'où justement un peu cette conclusion, pour moi plus philosophique, sur la question de l'outil convivial, comment rendre l'outil IA plus convivial au sens d'Ivan Illich, hein, sur le fait qu'elle puisse nous rendre non pas dépendants mais plus autonomes. Et plus largement, voilà, cette éthique de la non-puissance qui a été évoquée tout à l'heure, hein, le fait je peux l'utiliser, mais je peux refuser de l'utiliser en conscience. Et ça, c'est de la non-puissance au sens de Jacques Ellul, mais je trouve intéressant aussi de se replonger, hein, sur ces philosophes de la technique pour aussi nous alimenter sur nos choix d'usage raisonné de ces outils, parce qu'on sait qu'on peut faire moins pire en termes d'environnement, mais que ce ne sera jamais parfait. Et donc, dans notre réalité, comment concilier ces transitions écologiques et numériques qu'on doit absolument vivre, d'avoir ces critères de discernement pour avoir les usages les moins impactants pour la planète et les plus utiles pour l'humanité. Merci à vous trois. Avant de se séparer, on peut prendre une ou deux questions si dans la salle vous souhaitez intervenir. Je ne sais pas s'il y a des souhaits de prise de parole. Alors, Nicolas, on va te passer un micro. Merci. Est-ce qu'il existe quelque part des recommandations matérielles pour les investissements, optimisant un petit peu justement cette sobriété? Je prends l'exemple, est-ce qu'entre un Mac, un PC et un Chromebook, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Entre du cloud et du serveur local, qu'est-ce qu'il y a de mieux, etc. Est-ce qu'il existe quelque part des conseils qui sont formalisés? Alors, c'est peut-être Anthony. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les différents types d'équipements. Il y a allonger la durée de vie des équipements, en produire moins, faire attention à ce qu'on fait avec, et surtout éviter de faire lire à ces équipements des services qui les font ramer. Parce que l'utilisateur se dit « mince, il faut que je change ». Ce n'est pas un problème de l'équipement, ce n'est pas un problème de l'utilisateur, c'est un problème de la manière dont on conçoit le service qui est lu. Et donc, les bonnes pratiques, c'est les questions d'éco-conception de services numériques. Et l'éco-conception dit on va pas... Oui, il faut optimiser à un moment donné. Mais d'abord, commençons par la question de qu'est-ce qui est utile. Et après, on va descendre et on va optimiser des choses qui sont utiles. On va mutualiser des technologies qui sont utiles. Mais avant, posons-nous la question de à quoi ça sert et descendons, optimisons les parcours, puis après, optimisons les technologies. Mais c'est une question d'ordre des choses. Voilà. Et le matériel, il y a des choses optimisées, il y a des choses moins optimisées quand même. Il y a des équipements, quand on parle d'achat responsable, il y a des équipements un peu plus optimisés. Mais allongeons la durée de vie d'abord et posons-nous la question de il sert à quoi cet équipement? Il y a la question quand même de l'équipement qui est potentiellement réparable par rapport à des équipements sur lesquels on ne peut rien intervenir. Dès qu'il y a un petit pépin, il faut changer l'appareil. Et puis des équipements qui sont évolutifs dans le temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on peut changer des éléments et donc, justement, allonger la durée de vie de l'équipement. Complètement. Et donc, indice de réparabilité, c'est un indicateur super utile. On s'est quand même battu beaucoup pour l'avoir. La loi de réduction d'empreinte environnementale du numérique, la loi Rennes, parle d'éco-conception. C'est hyper important. Il y a un autre aspect, avec quoi on équipe ces fameux équipements, avec plutôt des logiciels libres qui vont avoir une logique plus frugale, par exemple, aussi. Le libre, quand même, aide beaucoup à allonger la durée de vie. Il n'y a pas de règle générale et à chaque fois, même quand on quantifie des impacts environnementaux, je vais vous dire, tout dépend. Si on regarde un service numérique de formation, est-ce qu'on a 5 apprenants, 10 apprenants, 300 apprenants, et les impacts ne seront pas au même endroit et l'optimisation des impacts environnementaux ne se jouera pas au même endroit. Donc à chaque fois, ça dépend, il faut se poser les questions au cas par cas et en fonction des contextes locaux et des situations spécifiques.
et des réalités de travail. Donc voilà, c'est un peu une réponse de Normand, c'est embêtant, hein. Mais il n'y a pas de réponse toute réponse. faite. Il n'y a pas de réponse toute faite. Merci. Il n'y a pas de réponse toute faite. Est-ce qu'il y a un dernier souhait de prise de parole? Parce qu'il y a, alors, une question, et puis je pense qu'on s'en arrêtera là, s'il va falloir qu'on libère la salle pour la table ronde suivante. Je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, je me demandais, en vous écoutant, comment on peut aider les organismes de formation à trouver ce bon point d'équilibre dont vous avez beaucoup parlé entre distancialiser, utiliser le numérique, voire l'IA en formation, et également encourager des comportements éco-responsables, à la fois dans leur mode de fonctionnement et dans les contenus qu'ils portent, puisque les organismes de formation sont aussi là pour développer des compétences. Vous avez parlé de sensibiliser à la consommation d'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à intégrer dans vos cahiers des charges sur sensibiliser à la sobriété numérique? Enfin, une réponse un peu tricky, mais on pourrait demander à l'IA, justement. Mais sinon, je dirais, mon conseil, c'est d'aller voir des spécialistes, justement, du sujet. Anthony, ici présent, est un grand spécialiste en région de ces sujets, justement, économie numérique responsable. Nous-mêmes, avec les membres EdTech, c'est des expérimentateurs de ces nouvelles technologies pour la pédagogie, et donc rien de tel qu'aller voir justement des gens qui font, qui expérimentent, parce qu'effectivement on est sur des sujets complexes, hein. On l'a évoqué, il n'y a pas de réponse toute faite, et on a besoin de monter en compétences, et nous-mêmes en tant que professionnels du numérique, on est aussi en train d'apprendre sur ces nouvelles technologies, donc on a besoin également de nouvelles formations, mais je dirais que c'est par l'échange avec justement ces spécialistes en local que vous pourrez retrouver quelques éléments de clés de lecture, en tout cas de discernement dans vos choix. Eh ben, je fais tout début de l'échange et puis après, je ne nous mets pas plus en retard. J'ai une réponse très spécifique en fait. Nous, on fait par exemple une formation qui s'appelle... On est aussi organisme de formation et on fait une formation qui s'appelle Risque numérique et résilience. Vraiment dédié aux acteurs du numérique. Et par exemple, il y a des concepteurs de pédagogie qui peuvent venir la suivre pour savoir comment ils vont être en connaissance pour faire les bons choix. Et à un moment donné, cette formation ne suffira pas. Pourquoi? Parce qu'on va créer des injonctions contradictoires avec le métier du formateur et du concepteur pédagogique. Et donc, il faut pouvoir l'aider au regard des situations réelles. Il faut qu'il ait les connaissances de base, mais il va rencontrer des situations qui vont lui faire rencontrer des limites organisationnelles, de métier, etc. Il faut s'interroger, encore une fois, au cas par cas, sur ces limites. Et donc, il faut l'accompagner. Le sujet, c'est on peut faire des choses, il y a des connaissances de base à avoir, mais la formation ne suffit pas. Le modèle de la formation ne suffit pas. À un moment donné, les gens, quand ils mettent en œuvre et quand ils mettent en application ces logiques de sobriété, ils se retrouvent face à des injonctions contradictoires et il faut les aider. Et là-dessus, il y a la question de comment l'environnement de travail rend les personnes, redonne du pouvoir d'agir aux formateurs, aux concepteurs pédagogiques, et donc la question de capacité qui est développée dans certains champs de l'économie. Comment on leur donne, par exemple aux formateurs, comment ils choisissent le bon outil numérique, avec les connaissances de base dont on parlait, mais en fonction d'une formation très spécifique, d'un public d'apprenants très spécifique et d'un contexte local. Il me reste à vous remercier, à vous remercier en tant qu'intervenant et à vous remercier en tant que participant. Et à vous remercier en tant que